Attention, ça enregistre. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Bella Ciao que j'ai l'honneur et le plaisir d'animer. Je vais partager maintenant mon écran et nous allons traiter d'un sujet, je l'espère, qui va vous intéresser, qui porte sur l'adaptation de la communication à l'ère du digital. Pourquoi il est intéressant de déléguer votre communication. Donc, on va parler de déjà les différents impacts de l'ère du digital sur les dynamiques de communication dans les entreprises. On verra également en quoi il est difficile de suivre toutes ces évolutions. On parlera ensuite bien des solutions qui peuvent exister, et notamment ce que nous, chez Bella Ciao, nous proposons de mettre en œuvre. Et ensuite, on aura une petite séquence pour les questions-réponses. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce séminaire, donc moi je suis Alexandra Lavarello, je suis la fondatrice et dirigeante de l'agence Bella Ciao, qui est une agence de communication spécialisée en communication RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Nous travaillons également pour les organisations et nous traitons de la RSO, responsabilité sociétale des organisations. Et notre objectif au quotidien, c'est de mettre en lumière toutes les actions vertueuses qui sont mises en place par ces structures et de réussir à faire la différence au-delà de l'approche service ou produit. Voilà. Donc, comme je dis très souvent, ce n'est pas chez nous que nous faisons le steak à 4,99 au lieu de 5 €. On ne fait pas du tout ce type de communication-là. On mise davantage sur la valorisation des hommes et des femmes qui font vivre les structures et pour développer des marques employeurs, pour inciter à venir travailler ou à rester travailler dans les structures, mais également pour faire des marques qui sont beaucoup plus orientées sur un ADN, des valeurs, et qui ne sont pas forcément orientées produits. Voilà, même si le produit importe, bien entendu. Donc, ce que je peux vous dire, on va commencer tout de suite sur ce fameux sujet de l'ère du digital qui nous chamboule toutes et tous, et notamment nous, les professionnels de la communication, on est les premiers à être impactés par ça, puisque c'est un monde qui est constamment en évolution. Il faut savoir s'adapter, suivre les nouvelles tendances, les approches technologiques. Et cette ère du digital, nécessairement, quand on n'est pas communicant et qu'on est chef d'entreprise, dirigeant et qu'on a une stratégie à déployer, ça nous impacte beaucoup, puisque c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas faire l'autruche. Aujourd'hui, on voit, on a ce chiffre qu'on voulait partager avec vous, c'est que 91% des consommateurs s'attendent à une interaction instantanée avec une marque en ligne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec les outils et les canaux qui sont à notre disposition aujourd'hui, eh bien, si je veux contacter une marque instantanément, je peux le faire. Je n'ai pas à prendre un courrier pour envoyer une lettre, je n'ai pas à prendre mon téléphone pour pouvoir contacter un service après-vente. Je peux directement contacter sur les réseaux sociaux, avoir par exemple un chatbot qui va me répondre en direct sur une interaction vraiment immédiate. Et ça, on est sur un chiffre qui est quand même très parlant, c'est que le consommateur, il s'attend à cette interaction-là pour avoir une immédiateté et une satisfaction qui va nécessairement augmenter. Donc, ça nécessite pour les entreprises d'aller dans cette agilité et de se poser les bonnes questions, à savoir si on veut être dans cette interaction instantanée ou pas. En effet, voilà, les consommateurs, ils sont extrêmement connectés et de plus en plus exigeants. On attend une relation qui soit contenue et engageante, qui ne veulent plus, les clients ne veulent plus être de simples acheteurs, mais des membres d'une communauté. Quand vous avez des marques qui créent des communautés dans lesquelles vous vous intégrez comme étant un membre à part entière, ça crée un sentiment qui va au-delà du fait d'être un simple consommateur. Donc, vous partagez les valeurs, vous partagez bien entendu les offres, produits et services, mais vous partagez l'ensemble des choses qui interagissent avec la marque. Et plus vous avez des valeurs qui sont à partager autour de cela, et plus ça fonctionne. Donc, vous avez une augmentation de la volonté d'achat dès lors qu'il y a une interaction en ligne avec la marque. Donc, vous avez des outils comme les forums qui se sont développés ces dernières années. Je l'ai parlé aussi, les réseaux sociaux qui permettent d'alimenter aussi cette interaction-là avec des fonctionnalités qui sont propres en fonction de chaque réseau social. Mais en tout cas, vous avez des fonctionnalités qui permettent d'augmenter ça. Là, les DM, par exemple, sur Instagram, sont les dernières
une des dernières fonctionnalités d'Instagram qui fait que vous avez des informations extrêmement ciblées auprès d'une communauté qui est volontaire pour recevoir ces informations-là et qui sont dans une logique extrêmement descendante. Mais vous bénéficiez en plus de ces informations. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez constituer cette communauté. Les consommateurs s'attendent aussi à avoir une instantanéité. En gros, une réponse en moins d'une heure, c'est 40% des consommateurs qui s'attendent à cela. Donc, c'est un gros volume, puisque moins d'une heure, ça nécessite de mettre les ressources humaines ou technologiques en face pour pouvoir y répondre. Et ça, pour une entreprise, ce sont des investissements humains ou technologiques qui sont à prendre en compte. Vous avez donc, comme je vous en ai parlé, les messageries instantanées, les chatbots ou la communication en temps réel qui peut être assurée par un community manager, par exemple, ou des équipes qui sont en face de ces interactions pour répondre, si elles ne sont pas automatisées. Donc, en tout cas, il y a des solutions qui existent et qui sont à la disposition des entreprises pour pouvoir mettre en place cette instantanéité. Ensuite, vous avez le sujet de l'authenticité et de la transparence. Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont vraiment très exigeants par rapport à cette transparence et cette sincérité dans les messages. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être exclusivement descendant, mais ça doit être quelque chose d'interactif, de sincère, qui prend en compte par rapport aux parties prenantes telles que les consommateurs, quels sont leurs avis, les études de satisfaction permettent d'avoir une température de comment vos consommateurs, votre clientèle est en interaction avec vous. Plus vous avez des choses qui sont avec créer du lien, plus vous allez développer et entretenir et enrichir ce lien de confiance et cette communauté. Vous avez par le biais aussi des influenceurs qui se sont développés sur ces 10 dernières années. Ce sont des choses qui fonctionnent, qui peuvent très bien fonctionner, même si maintenant les populations sont un peu plus, on va dire, habituées à ce fonctionnement-là de personnes qui sont payées pour pusher une marque ou un service. Mais néanmoins, les témoignages clients sont aussi des choses qui fonctionnent très bien, qui sont gages plus de sincérité et d'authenticité. Et dans un autre registre, pour tout ce qui va être RH, les témoignages des collaborateurs sont quelque chose aussi qui sont gages de confiance. Vous avez également la notion, donc là on a vu le côté consommateur, comment les publics interagissent, mais vous avez aussi un autre défi qui est celui de l'évolution des outils technologiques. Et là, on va parler des canaux et des algorithmes, puisque ces plateformes sont régies par des algorithmes qui sont structurés à grande échelle pour valoriser tel ou tel contenu dès lors qu'il répond à certains critères. Et pour ça, eh bien, il faut connaître ces critères, il faut être à jour, il faut pouvoir se mettre au fait de ces évolutions qui sont régulières, rapides et qui sont très techniques. Donc, même au niveau des plateformes, vous avez des plateformes assez puissantes qui sont comme par exemple sur la suite Meta avec Facebook, Insta. Vous avez TikTok et LinkedIn aussi qui montent en puissance. Néanmoins, ces plateformes, elles ont un certain monopole et qui fait qu'il y a de plus en plus de contenu. On va le voir après sur les quantités de contenus qui sont diffusés en ligne, mais ça noie énormément la visibilité des contenus. Et puis ensuite, voilà, ces plateformes, elles ont des tendances aussi entre elles, en fonction des populations qui les utilisent, en fonction de leur ancienneté, en fonction des actus économiques et politiques. On le voit en ce moment avec les États-Unis et sur l'impact que peuvent avoir les dirigeants sur les réseaux, les dirigeants qui dirigent les réseaux tels que Facebook ou même X Twitter. Quel est l'impact sur cette communauté utilisatrice qui va peut-être se désengager par rapport aux postures de leurs dirigeants. Donc ça, c'est des choses qui sont mouvantes et il faut garder cela en tête pour toujours se poser la question, est-ce que je continue, est-ce que c'est pertinent ou pas d'aller sur ces plateformes. Ensuite, vous avez cette notion d'instantanéité qui revient avec un format vidéo qui est très, très fort. On veut voir du contenu consommé dans l'immédiateté et c'est essentiellement la vidéo qui est la plus attendue. Aujourd'hui, c'est 80% du contenu en ligne consommé qui porte sur de la vidéo.
avec des formats courts et également voilà, des lives, comme là, on est en train de le faire aujourd'hui ensemble avec ce webinaire, ou au travers de podcasts qui sont, eux, en revanche, enregistrés et mis à disposition sur des plateformes. Aujourd'hui, on voit que tout ce qui va être coulisses et story, partage du quotidien, ce sont des choses qui fonctionnent énormément et qui ont plus d'interaction qu'un simple post plus traditionnel avec un texte et une image. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi développer ses compétences pour créer ces supports de vidéos et aussi être à même de pouvoir être à l'aise au niveau de la technique pour aller sur d'autres formats et sur d'autres plateformes. Puisque si vous êtes sur TikTok ou si vous êtes sur Instagram ou si vous êtes sur LinkedIn, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes algorithmes et les mêmes contenus, même si le format vidéo reste le point commun. Il faut s'adapter à chacun. Ensuite, le troisième point, c'est le marketing conversationnel. Donc, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, sur le fait qu'on est vraiment sur des contenus organiques dans la relation client plutôt que des publicités descendantes. Voilà, donc il faut être vraiment plus personnalisé, être sur du mail ultra segmenté, des interactions davantage humanisées. Et en tout cas, voilà, les solutions type chatbot permettent aujourd'hui d'aller sur ces interactions-là, même si beaucoup d'entreprises choisissent la solution de l'intelligence artificielle pour répondre à ces sollicitations. Néanmoins, ça reste encore des solutions qui peuvent être adaptées sur l'instantanéité et la conversation qui va être demandée par le consommateur. Ensuite, un autre des défis qui nous semble extrêmement majeur, c'est le sujet de la quête de l'attention au milieu de cette multitude de contenus qui est disponible sur Internet. Aujourd'hui, on est face à un océan de contenus qui noie l'ensemble des personnes et des structures qui diffusent. Chaque jour, vous avez 95 millions de photos et de vidéos qui sont postées sur Instagram, 500 millions de tweets sur Twitter, et YouTube enregistre plus de 1 milliard d'heures de vidéos regardées. Donc, en fait, si on garde ces chiffres en tête, on se dit qu'on est complètement noyé, et ce qui est entièrement normal. Et ça peut être un peu étourdissant de se dire, mais par où commencer? Comment trouver le positionnement qui va être le bon? En quoi est-ce que je me démarque par rapport à ma marque? Est-ce que j'ai une identité, quelque chose qui peut faire que je vais être différent par rapport aux autres? Et est-ce que je dois miser sur des formats qui vont être plus impactants que d'autres? Et comment je vais pouvoir communiquer? Donc nous, c'est vrai qu'au sein de Bella Ciao, et moi, ce que j'ai toujours prôné tout au long de mon parcours professionnel, c'est d'avoir vraiment une stratégie de communication qui existe. Peu importe la taille de la structure, si vous avez une stratégie de communication, au moins déjà, vous savez où est-ce que vous devez aller et comment vous devez vous positionner. Et ça permet au moins de garder un cap. Alors oui, chacun fait avec ses moyens qui sont les siens. Tout type de structure va avoir un budget communication qui va être différent en fonction des ambitions, en fonction des charges, en fonction du modèle économique de la structure, et c'est normal. Néanmoins, si vous n'avez pas cette stratégie de communication qui est posée, ça ne donne pas de cadre et il est très facile de se disperser et d'aller investir tant de l'argent que du temps dans des outils et des supports qui ne sont peut-être pas les plus opportuns pour votre développement. Et donc, on peut vite se sentir complètement perdu. Donc, dès lors qu'on pose une stratégie, on répond à la question de mon positionnement, on répond à la question du ton, de l'identité, de qu'est-ce qu'on met en avant sur les axes de différenciation par rapport à la concurrence. On peut définir quels sont nos formats, si on veut un format plus storytelling, si on veut un format produit, si on veut susciter de l'émotion auprès de la communauté. Et on peut aussi définir quels sont les sujets que l'on va traiter sur le fonctionnement de l'entreprise et où on va parler avec sincérité et transparence. On vous a mis quelques cas, en tout cas exemples, que nous apprécions beaucoup et qui sont des bonnes inspirations. Vous avez Gringot, qui est le compte de la banque qui est à Impact. Donc, c'est une banque française qui finance les énergies renouvelables et les projets vertueux
pour limiter l'impact du monde financier sur le réchauffement climatique. Et donc, eux, ils ont une communication vraiment très authentique et sincère, pédagogique aussi, pour pouvoir informer sur les enjeux environnementaux et sociétaux qui sont les nôtres. Mais voilà, ils ont un positionnement très humoristique qu'on ne trouverait pas aujourd'hui dans une autre banque plus classique. Donc, c'est une néobanque qui est née il y a quelques années, mais en tout cas, ils ont choisi d'avoir ce postulat-là et ça fonctionne très bien en termes d'adhésion et de création de communauté. Ça a très, très bien fonctionné et je vous invite à aller regarder leur compte. Ils ont vraiment des très bons contenus. Et vous avez également Michel et Augustin, une marque que vous connaissez peut-être, qui fabrique donc qui crée des gâteaux depuis de nombreuses années. Donc, c'est une success story très sympa de deux amis qui aimaient bien cuisiner, surtout l'un, et puis ça a commencé dans la cuisine d'un petit appart parisien, et maintenant, aujourd'hui, voilà, ils ont une très belle notoriété et une très, très belle image de marque, puisqu'ils font partie des 10 marques préférées des Français. Chaque année, ils sont toujours vers le podium, donc voilà, c'est vraiment une marque qui fonctionne très bien. Ils ont créé un ADN de proximité, avec des produits qui sont certes aujourd'hui fabriqués de manière moins artisanale, clairement, mais ils ont gardé cette proximité avec la qualité des produits et une communauté. Ils se présentent comme les trublions du goût. Voilà, il y a une posture très humoristique et c'est très apprécié de la part des consommateurs et de leur communauté. Ils ont une très, très belle communauté aussi sur leur réseau. Je vous invite à aller les voir. Et ils ont des communications, là, vous voyez, sur le télésiège au ski, ils ont posé les gâteaux. Donc, voilà, c'est très décalé et ça fonctionne très bien. Donc, au regard de ce que l'on vient de se dire là, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que là, on a vu une approche un peu plus business vers le consommateur, à savoir les particuliers dans la majorité. Mais il faut entendre que ces règles-là, elles impactent aussi la relation business to business. Donc, la digitalisation, nécessairement, elle change aussi toutes ces relations-là. Vous avez bien entendu une dynamique qui existe toujours sur les réseaux professionnels, sur le fait de pouvoir avoir des échanges humains, les recommandations, toutes ces notions d'avis client, de bouche à oreille, sont des choses qui sont encore très importantes et présentes dans le fonctionnement. Néanmoins, la digitalisation, elle impacte aussi le B2B. Il va y avoir beaucoup, notamment de réglementations qui vont impacter les entreprises. Je pense notamment à la dématérialisation des factures. Donc ça, c'est un autre volet en dehors de la communication, mais néanmoins, cette digitalisation, elle nous impacte. Elle nous impacte aussi quand on voit les méthodes de télétravail qui nécessitent des outils informatiques et du distanciel pour accéder aux documents, pour faciliter le travail en équipe à distance. Eh bien, en soi, c'est aussi des choses et des pratiques qui nécessitent d'évoluer. Donc, pour ce qui est de la relation B2B, quand on a un client professionnel, nécessairement, ces relations de communication, elles ont aussi évolué. Et vous avez des plateformes qui ont été un peu plus sur le devant de la scène ces dernières années, telles que LinkedIn, qui a vraiment pris son essor, notamment en France, parce que au niveau international, c'est déjà une plateforme qui est extrêmement reconnue dans son domaine. Mais nous, en France, on a mis un peu plus de temps à l'utiliser. Donc, voilà, aujourd'hui, elle est quand même un des incontournables de la scène, avec aussi tous ces travers qu'on a évoqués tout à l'heure, à savoir la quantité de contenu diffusé, la masse de structures présentes et comment faire pour se différencier. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête, notamment aussi avec ce fameux algorithme qui évolue régulièrement également sur LinkedIn. Vous avez également le sujet de la marque employeur. Donc, la marque employeur, c'est quoi? C'est l'identité au niveau de votre posture employeur, recruteur, employeur, auprès de vos collaborateurs et auprès des futures personnes qui viendraient à vouloir travailler chez vous, pour avoir une image qui colle par rapport à la réalité de votre fonctionnement. Et donc, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très important, notamment pour garder les personnes dans les structures, mais également pour faire venir de nouveaux talents.
Donc, on le voit là avec ce chiffre hein, qui vous dit que 86% des talents recherchent une entreprise avec une culture forte et transparente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir un avis sur les entreprises, de noter les entreprises, pardon. Donc là, par exemple, vous avez Indeed, c'est un site donc, sur lequel vous pouvez aller rechercher des avis des employés de l'entreprise. Vous pouvez choisir une entreprise, vous pouvez choisir par rapport à des critères d'équilibre vie privée, vie professionnelle, de rémunération, de mission intéressante, de mobilité, d'accessibilité en termes de handicap et de diversité. Et ça, ce sont des plateformes qui sont très utilisées par les jeunes talents, les jeunes diplômés, pour pouvoir aller sélectionner les entreprises dans lesquelles ils souhaitent se positionner. Vous avez également Glassdoor, qui est une plateforme assez identique à Indeed, dans laquelle vous pouvez faire cette sélection-là. Donc, nécessairement, si vous avez des collaborateurs ou des expériences, ne serait-ce que de stagiaires, d'alternants ou de CDD qui viennent et qui ont une très mauvaise expérience au sein de votre entreprise, globalement, ça ne peut que impacter de manière négative votre image de marque et votre image de marque employeur. Voilà. Donc, on vous a mis quelques exemples hein, aussi de cas pratiques avec Salesforce et Monday.com qui propose des contenus qui sont très légers. Alors, c'est des plateformes qui sont pour les professionnels, mais vous avez aussi ces approches très légères et pas forcément dans un ton très institutionnel et qui dénotent un petit peu et qui montrent qu'on peut avoir une autre posture quand on est sur le digital en tant que professionnel, pour les professionnels. Voilà, vous voyez, vous avez un petit peu ce genre de support avec une mascotte. Là, vous avez une petite mascotte qui est identifiée. Et Salesforce, donc c'est une plateforme qui permet d'interagir dans les entreprises pour des grandes structures pour avoir une plateforme interne, par exemple, de communication, entre autres supports. Et vous voyez, ils ont une approche très humoristique aussi sur leur communication, et alors que voilà, leur cible prioritaire, ce sont les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on envisage, là, au travers de cette digitalisation, des méthodes de communication qui sont bien différentes de celles que l'on pouvait trouver il y a quelques années, et des approches où on s'autorise un peu plus de proximité avec nos clients, avec nos communautés. Alors après, voilà, on va parler d'un point qui est un constat que l'on partage avec notre quotidien, notre expertise, mais aussi avec des constats qui sont globaux. C'est que quand on a autant d'évolution, nécessairement, c'est pas forcément évident de suivre et de savoir comment se positionner. Et puis, il faut aussi se poser la question si c'est nécessaire d'y aller ou pas. Néanmoins, quand on a une révolution digitale qui est en constante accélération, il faut quand même se poser la question si on fait l'autruche ou si on regarde quand même un petit peu ce qui se passe. Donc, voilà, sur les 10 dernières années, on peut se dire que quand même, il y a eu d'énormes progressions en termes d'outils de communication et d'équipements en communication, puisque globalement, dans les années 2010, vous aviez un site web et une page Facebook, ça faisait l'affaire. Hein, aujourd'hui, si vous n'avez pas une présence active sur plusieurs réseaux sociaux, ça devient un petit peu compliqué. Bien entendu, c'est toujours adapté par rapport à votre activité. Hein, je mets bien le bémol là-dessus. Mais vous allez avoir besoin de structurer des contenus qui vont être diversifiés et différents et avoir une stratégie peut-être de référencement SEO pour être davantage visible sur Google et de cultiver cette relation client en temps réel, alors avec les moyens qui vont être les vôtres, mais en tout cas qui peuvent être autour du digital. Donc, si vous n'êtes pas une entreprise qui a conscience de ça et qui n'évolue pas ou qui ne se dit pas à un moment donné, ça va impacter mon business, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être assez importantes. Vous avez également le sujet de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle, qui est quand même un réel sujet aujourd'hui dans notre société. Vous avez de plus en plus de supports qui intègrent l'intelligence artificielle. Alors là, aujourd'hui, mon sujet, ce n'est pas d'aller sur le « est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ?» C'est juste que là, c'est factuel, les choses existent. Ça donne un support qui est à disposition du consommateur et que le consommateur utilise.
Donc, à savoir comment vous souhaitez vous positionner par rapport à ça. Est-ce que vous le prenez à 100% ou est-ce que vous en prenez 10 et vous estimez que c'est déjà suffisant, ou au contraire, vous le refusez, que ce soit par éthique ou par conviction ou par choix, et comment vous ajustez votre stratégie par rapport à ça. Donc, en tout cas, ce sont des sujets qui sont extrêmement importants, sur lesquels il faut se renseigner, s'informer, ça commence par être déjà la priorité, pour savoir comment le traiter et l'internaliser dans votre stratégie de développement et notamment de communication. Donc, c'est vrai que le sujet de cette mouvance génère des peurs sur la perte de la présence de l'humain. Ça peut freiner des entreprises de déléguer cette partie-là. Et puis, vous avez aussi, sur la partie communication, le fait que les supports d'intelligence artificielle arrivent à générer des contenus dès lors que vous faites le bon prompt et que vous demandez les bonnes choses. Je vais faire juste rentrer petite dérive technique. Voilà. Hop. Dès lors que vous avez donc des supports qui peuvent être créés par de l'IA, eh bien, toute cette véracité de l'information, cette authenticité, on va la perdre. Donc, ça, c'est quelque chose qui pèse en lame de fond aussi par rapport à cette utilisation de l'IA. On l'a vu récemment, il y a eu je ne sais pas si peut-être vous l'avez vu, cette vidéo qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux avec des orques, des dauphins qui étaient avec des gros mollusques qui étaient présents sur leur peau. Ça a fait une grosse viralité pendant quelques jours. Et ensuite, on a eu une information comme quoi c'était une vidéo qui avait été des contenus vidéo qui avaient été entièrement créés par de l'IA. Et donc, voilà, ces sujets-là vont être vraiment au cœur, au-delà de l'aspect information, donc est-ce qu'on a la bonne information, mais aussi sur le comment utiliser et exploiter ces supports pour votre communication. Vous pouvez vous poser la question, à ce moment-là, j'ai l'IA, je mets quelqu'un qui fait les bons prompts et je n'ai pas besoin de recruter un expert en communication, et les outils comme ChatGPT ou l'intelligence artificielle dans d'autres supports fera l'affaire. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien entendu calibrer en interne en fonction de chaque entreprise. Et donc, il faut se renseigner. Voilà, moi je pense que vraiment le point le plus important, c'est déjà de se renseigner sur ces enjeux sans devenir un expert, mais après de pouvoir prendre la bonne décision si vous décidez, vous, en interne, d'aller garder une expertise, en tout cas humaine, qui permet d'orchestrer un petit peu l'ensemble de ces supports, ou soit vous décidez de faire autrement. Donc, ce que j'aurais souhaité aussi partager avec vous, c'est les écarts nécessairement qui se creusent entre ceux qui décident de rester un peu plus en retrait sur ces sujets et ceux qui tentent de se mettre à jour, alors avec, encore une fois, son budget, ses objectifs, ses ambitions. Mais si vous avez mis de côté ce sujet, potentiellement, vous pouvez prendre le risque de prendre des trains de retard parce que les avancées technologiques vont être encore plus importantes et que les étapes à franchir vont être peut-être plus grandes. On va prendre l'exemple d'il y a quelques années avec j'ai un site internet, j'en ai pas. Quand il a fallu passer à l'ère du digital avec un site internet, il y avait un step à franchir. Donc, il y en a qui ont choisi de ne pas le faire et puis après, ils ont été rattrapés par la patrouille parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était indispensable. Et puis, progressivement, là, on a vu, il y a plein d'autres outils qui arrivent. Après, vous avez aussi le parti pris de vous dire, est-ce que si je loupe ce tournant-là du digital et de cette évolution, est-ce que ce sera nécessairement la fin progressive de mon activité? Ça, vous pouvez vous poser la question et c'est variable en fonction de votre secteur d'activité. Aujourd'hui, un boulanger, l'IA pour le moment, l'IA ne peut pas créer une baguette de pain. Donc, est-ce que si ce boulanger n'est pas présent sur le digital, ça peut être une problématique ou pas? Tout dépend de son positionnement, s'il est en B2C, B2B, etc., etc., et de ses ambitions de développement. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple de Nina Métayer, j'en parle en connaissance de cause puisque notre agence est basée à La Rochelle et que Nina Métayer est originaire de La Rochelle. Donc, c'est une pâtissière française qui a été élue meilleure pâtissière du monde à 2 reprises ces dernières années. Nina Métayer, elle a créé une entreprise qui s'appelle La Délicatesserie,
et elle a énormément créé du digital au travers de ses créations qui sont portées vraiment comme des œuvres artistiques aussi hein, sur ses pâtisseries et elle a réussi à tourner en œuvre d'art au travers de sa communication et des supports digitaux qu'elle a créés. Est-ce qu'elle en serait arrivée là, à ces titres de meilleure pâtissière du monde? Est-ce qu'elle en serait arrivée là, à cette notoriété qu'elle a aujourd'hui, si elle n'était pas passée par le digital et qu'elle ne l'avait pas utilisé à bon escient? Ça, aujourd'hui, moi, je n'ai pas la réponse, puisque la qualité de ces produits serait toujours aussi bonne. Mais peut-être que le fait d'avoir une présence sur le digital et qu'elle l'ait bien exploité a certainement peut-être aussi contribué à sa réussite. Je vais vous donner aussi l'exemple de Kodak, qui, là, pour la peine, donc Kodak, c'est une entreprise qui faisait des appareils photo jetables et des pellicules pour les appareils photo argentiques. Et quand le digital est arrivé et qu'il y a eu été question surtout du numérique dans le monde de la photo, les dirigeants ont dit ça va passer. Nous, on garde notre ligne directrice en termes de fabrication sur de l'argentique et de l'appareil jetable. Et eh bien, quelques mois plus tard, ils n'ont pas du tout anticipé ce virage du numérique et l'entreprise a dû fermer, alors que c'était vraiment une institution basée à Chalon-sur-Saône en Bourgogne et ça a supprimé énormément d'emplois et ça a été un des drames de cette commune que de voir cette entreprise si connue et si mondialement reconnue fermer en quelques mois puisque la concurrence avait largement pris le pas du numérique. Donc voilà, il faut rester attentif avec une bonne vision de votre stratégie d'entreprise et rester à l'écoute de ces parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, pour que vous puissiez garder le cap. Et se poser les bonnes questions. Où est-ce que se fait mon business? Quel est le rythme que je veux garder dans ma communication et ma présence digitale et à quel prix? Quels sont les moyens que je peux mettre? Donc, à cela, vous pouvez ajouter que, bien entendu, il y a les freins psychologiques hein, qui vont alourdir hein, la prise de décision, puisque quand on ne connaît pas la méthode et les évolutions techniques digitales, on peut vite se sentir dépassé. Ça représente une grosse charge mentale et une grosse charge dans la vie de l'entreprise. Donc, d'autant plus quand on a une petite structure et que la démotivation peut vite s'installer. Si vous faites votre ratio de comprendre et vous épuiser dans les différents outils et canaux digitaux et faire en sorte d'être présent partout parce que vous avez le sentiment qu'il faut que vous soyez présent partout, eh bien, vous allez passer votre journée, votre semaine, votre mois à créer du contenu sans cesse, alors qu'au départ, vous êtes sur un produit ou un service qui ne nécessite pas forcément d'avoir autant de visibilité et de contenu sur les réseaux ou sur le digital. Et vous allez vous éloigner de votre cœur de métier. Donc, c'est pour ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous définissez votre stratégie de communication, plus vous êtes structuré, ça me permet de ne pas naviguer à vue et de rééquilibrer, si c'est opportun, en fonction des évolutions, cette stratégie. Donc, nous, ce que l'on peut identifier et partager avec vous aujourd'hui sur les entreprises qui, de fait, ne s'adaptent pas du tout, c'est la perte de compétitivité face aux concurrents digitaux, puisque nécessairement votre impact va être réduit, c'est évident. Vous avez des nouveaux formats, des algorithmes, comme on l'a dit, des interactions qui vont être demandées par vos consommateurs. Si vous ne les avez pas à minima, vous allez perdre en compétitivité. Et vous allez avoir une image qui va peut-être vous toucher comme étant une image un peu vieillotte, pas forcément dans le coup. Et alors que votre activité, ça ne retouche en rien votre expertise. Hein. Vous pouvez être hyper bon et on va se dire, bah oui, bon, bah, ils n'ont pas su prendre le cap. Alors, ça peut être aussi une stratégie que ne pas du tout être en communication digitale. Et ça, c'est vraiment encore des choses peut-être un peu particulières qu'il faut creuser, puisque ça rentre dans une stratégie de communication que de dire je ne suis pas sur les outils digitaux, mais vous avez peut-être d'autres supports sur lesquels développer. Et donc, il ne faut pas minimiser ces autres supports. Voilà, que ce soit des salons, des événementiels, etc., etc. Ensuite, vous allez, si vous ne vous adaptez pas aussi sur cette présence digitale, comme je vous l'ai dit, il y a la marque employeur qui va se sentir affaiblie. Pour recruter, si vous avez des vocations à recruter, à accueillir de nouveaux talents, à garder aussi des collaborateurs, il faut quand même l'envisager, puisque de toute façon,
c'est aussi un capital fort que de pouvoir se dire, moi, je travaille dans une entreprise qui a une bonne dynamique de communication, qui affiche en transparence son fonctionnement, qui a des valeurs qui sont affichées, qui explique et partage comment nous fonctionnons. Et ça va renforcer le sentiment d'appartenance et l'envie de continuer à travailler avec la structure. Dès lors que vous n'avez pas d'autres problèmes structurants en interne, de l'ordre du management ou d'autres problématiques plus en souffrance. Mais en tout cas, voilà, la communication extérieure de votre entreprise nourrit la présence de vos collaborateurs. Tout comme ça nourrit la présence et l'arrivée de nouveaux talents qui vont vous choisir vous plutôt qu'une autre. Dans les parties prenantes, vous avez aussi bien vos clients, puisque si vous ne vous adaptez pas ou si vous n'écoutez pas les attentes de vos clients et sur leur fonctionnement, vous risquez de passer à côté puisqu'ils vont avoir des besoins auxquels vous ne pourrez pas répondre. Donc, on sait qu'aujourd'hui, avec les outils de visio, de travail à distance, sur le fait de limiter aussi les transports pour certaines prestations, ce qui n'était pas le cas, même avant Covid, on avait tendance à se dire, on a une réunion de 2 heures, on va la faire, on vient vous voir et voilà. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui peuvent continuer à exister, je ne dis pas du tout le contraire, mais qui en tout cas peuvent se retrouver à être limitées pour faciliter les interactions. Et puis ensuite, si vous êtes victime d'une crise ou d'un bad buzz, eh bien, vous ne maîtrisez pas la communication digitale qui va être la vôtre. Si vous n'avez pas un regard sur les outils, les supports sur lesquels votre marque ou votre entreprise peut être identifiée, eh bien, ça peut être un problème parce que vous n'allez pas gérer la communication qui va devoir découler de cette crise. Si vous avez un client mécontent qui va poster un très mauvais avis sur Google et que vous n'allez pas du tout le regarder et que vous en cumulez beaucoup, d'ailleurs, des gens qui vont donner des mauvais avis, je ne remets pas en cause le fait que ce soit juste ou pas, mais en tout cas, si vous avez un client qui est mécontent, vous le laissez là et vous ne vous en occupez pas, ça peut prendre plus d'importance. Alors que si vous vous en occupez, eh bien, ça va apporter et ça va étouffer le problème, en fait. Juste regarder, j'ai entendu un petit bruit, je ne suis pas encore aguerrie. Oui. Hop. Alors, je continue. Et voilà. Donc ensuite, face aux solutions. Alors, attendez, je vais. Hop. Face aux solutions. Alors, tac, je vais revenir. Hop, on va parler maintenant des solutions. Donc nous, chez Bella Ciao, on a un accompagnement qui permet de donner un petit peu des solutions, même pas qu'un petit peu, des solutions à nos clients pour qu'ils puissent donc s'y retrouver dans tous ces méandres et ces difficultés du monde du digital qui évolue sans cesse. Nous, en fait, on a créé une direction de la communication externalisée pour faciliter le quotidien de nos clients. Donc, on travaille avec tout type de structures, des TPE-PME, mais également des solo-entrepreneurs, des professions libérales, mais également des ETI, des grands comptes, qui vont avoir un besoin de renfort, que ce soit ponctuel ou durable, dans leur communication. On s'intègre vraiment dans la stratégie de l'entreprise, à l'appui de tous vos supports stratégiques, et on crée la stratégie de communication pour la déployer et le faire pour vous. L'ambition, c'est que vous puissiez être vraiment au cœur de votre métier, dans votre business, et nous, on s'occupe du reste. Et tout ce qui va être charge de changement de l'algorithme, quel support utiliser, mise à jour des données techniques et gestion de toutes ces choses-là qui sont liées à l'évolution technologique, c'est nous qui nous en occupons. Bien entendu, on partage en toute transparence et régularité avec nos clients pour les tenir au courant des évolutions et savoir s'il y a des choses qu'il faudrait peut-être envisager de modifier dans le fonctionnement par rapport à ce qui avait été prévu initialement. C'est des choses qui arrivent aussi. Donc, en fait, nous, sur les avantages de la DIRCOM externalisée, ce que l'on propose, c'est de vraiment mettre à disposition
nos compétences spécialisées en communication pour que vous n'ayez plus à vous soucier de tout ça. Ça permet de devenir aussi flexible et adaptable, puisque ça s'adapte aux ressources qui sont allouées à la communication dans la structure. Donc, si vous n'avez pas encore l'étape de vous dire, je vais allouer un budget pour recruter quelqu'un, eh bien, on peut aller sur des enveloppes plus accessibles pour justement avoir une personne dédiée au sein de l'agence qui s'occupe de votre communication sur du long terme. On optimise nécessairement les coûts, puisque ce sont des équipes de spécialistes du digital et du métier de la communication qui sont formés et qui permettent d'avoir vraiment le regard expert sur votre entreprise et votre communication. Vous, pour les clients, voilà, ça vous permet de vous concentrer sur votre activité principale et ça vous permet aussi d'avoir accès aux outils digitaux les plus avancés pour analyser, suivre et diffuser la performance de votre communication. Et puis voilà, on partage, comme je vous l'ai dit, d'un regard neuf sur la stratégie de com qu'on va pouvoir mettre en place, sur les ambitions de développement. Et ça permet d'arrêter de toujours se dire il faut que je fasse, et ou est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois utiliser ce bon support. Ça permet vraiment d'avoir un travail d'équipe pour pouvoir nourrir tel ou tel objectif. Voilà. Donc, on vous a mis quelques petits témoignages clients. Nous proposons également une formation qui se fait en autonomie, si vous souhaitez vous mettre à jour pour pouvoir positionner vos engagements, vos valeurs et avoir un pack de départ pour créer des visuels impactants et choisir les mots justes pour les réseaux sociaux. C'est une formation qui se fait en autonomie durant 5 jours avec une interlocutrice qui vous accompagne durant ces 5 jours avec des exercices à la clé pour structurer toute cette communication. Vous êtes autonome, mais vous avez votre communication qui est finalisée à la fin de la semaine. C'est pour un budget à moindre coût et pour vous permettre de monter en compétences. Et nous, chez Bella Ciao, eh bien voilà, nous sommes une équipe de 5 nanas. Donc, nous avons toutes des expertises en communication et on est là pour pouvoir apporter un peu de peps dans votre com et de faire en sorte de valoriser toute votre dynamique responsable pour ne pas parler uniquement de produits ou services, comme je vous l'ai dit, mais valoriser les hommes et les femmes qui font vivre votre structure avec toutes vos parties prenantes. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Et puis, je vous propose de retrouver ensuite le replay et les replays de nos différents webinaires sur notre chaîne YouTube, Bella Ciao, la chaîne YouTube. Voilà, vous pourrez retrouver des interventions de nos experts aussi sur les thèmes environnementaux et sociétaux, tels que la santé mentale, le réchauffement climatique et bien d'autres choses encore. Et on parle également beaucoup de communication et de communication externalisée et des enjeux de notre société face à la digitalisation. Ce sont des sujets que nous aimons beaucoup aborder au travers de ces webinaires. Voilà. Est-ce que il y a des questions? Alors, moi, j'avais eu quelques questions en amont qui m'avaient été données par des personnes qui ne pouvaient être présentes, mais qui allaient regarder en replay. C'était la question sur l'enveloppe budgétaire qu'il fallait prévoir. Donc, en fait, ça, c'est variable en fonction de votre budget annuel. Donc, si vous avez un budget annuel qui est déjà calibré, c'est ce que l'on vous recommande. Donc, on calibre cette communication et cette enveloppe par rapport au budget annuel. Donc, ça nous permet d'identifier un nombre d'heures pour lesquelles on alloue une position de travail pour l'émission. Voilà. Donc, ça n'inclut pas les éventuelles dépenses autres comme de la publicité sponsorisée, la présence à un salon, des créations de contenus autres tels que des vidéos ou des choses, développement de site web, ce genre de choses. Vous avez vraiment dans cette enveloppe l'accompagnement pour la mise en œuvre de l'expertise humaine, voilà, de votre communication. Donc, après, s'il y a des gros blocs un peu plus différents, ça rentre dans des missions à part. Mais on a une offre qui s'adresse aux solo-entrepreneurs qui donc est à 180 € TTC avec 2 postes par mois
pour les personnes qui sont en profession libérale, solo-entrepreneurs et artisans. Donc ça, c'est vraiment pour cette population-là. Et après, pour les entreprises, ça va être variable en fonction de la volumétrie, du travail à faire et du budget. Donc ça peut être des enveloppes de 300 € à plus. Donc voilà, ça c'est vraiment très, très variable. Ensuite, j'avais une autre question justement sur les retours des clients que l'on aurait pu avoir sur les évolutions des algorithmes. Donc, c'était le fait de se poser la question si c'était vraiment pertinent pour un dirigeant de se tenir à jour de toutes ces évolutions-là. Donc, j'en ai un petit peu parlé pendant le webinaire, hein, mais pour moi, il y a 2 réponses, une oui et une non. Une oui pour se tenir au courant des évolutions technologiques parce que c'est nécessaire pour garder le cap par rapport aux enjeux de votre entreprise. Parce qu'en tant que dirigeant, il faut garder la vision, il faut connaître les enjeux et il faut s'informer pour être sûr. Ça rentre tant dans la partie intelligence artificielle, par exemple, que sur les enjeux du réchauffement climatique ou des enjeux sociétaux qui viendraient impacter votre structure. Mais néanmoins, ça ne nécessite pas de devenir expert. Le but, c'est pas d'être un pro de l'intelligence artificielle. Donc ça, il faut savoir le déléguer de manière opportune si vous choisissez d'investir et d'aller sur ce terrain-là. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est pas de devenir un expert d'un univers dont vous n'êtes pas du tout expert au départ, sauf si ça vous intéresse. Mais en soi, dans votre quotidien, en tant que dirigeant, vous avez déjà tellement de choses à gérer et à connaître que devenir un expert de ça, ce serait un petit peu ambitieux. Mais comme je vous l'ai donné l'exemple de Kodak, voilà, là, de prendre la mesure de l'importance de ça, c'est quand même un sujet qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Ensuite, alors j'avais une autre question sur, alors c'était plus une projection hein, par rapport à l'arrivée peut-être de nouveaux réseaux et quel pouvait être mon avis sur la projection de ces nouveaux réseaux dans l'ère du digital et des tendances qui vont se présenter. Donc ça, écoutez, là pour moi, c'est un petit peu difficile de pouvoir y répondre parce que ces tendances, alors elles peuvent être très liées aux consommateurs, hein, donc bien entendu aux usagers, aux tendances réseaux sociaux. Donc il va y avoir des mouvances qui vont s'intégrer de cette manière-là. Et puis après, il y a aussi des choses qui sont un peu plus difficiles à mesurer puisqu'elles sont d'ordre de pression et d'influence aussi, hein, de ces gros réseaux qui ont une énorme influence sur nos utilisations. Donc, le contexte économique et politique fait que ça joue énormément aussi sur les usages. Donc, aujourd'hui, moi, en tout cas, je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que Twitter va disparaître, enfin, X va disparaître, est-ce que ChatGPT va devenir un réseau social, par exemple, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses qui font que il y a des paramètres qu'on ne peut pas anticiper. On voit les méthodes et les pratiques, mais après, c'est difficile de pouvoir le projeter. Alors, vous avez des sites qui font des projections, justement, de l'accès à l'information. On pourra vous les mettre dans les liens en dessous de la vidéo sur la chaîne YouTube, où vous avez des projections de l'accès à l'information, des projections de l'usage des réseaux sociaux. Ce sont différents scénarios qui sont proposés, un peu comme le réchauffement climatique, en fait, où on vous dit, voilà, scénario 1, scénario 2, scénario 3, qui intègrent des paramètres et qui font que ça va jouer en fonction des usages, en fonction des politiques économiques et aussi des différents pays qui sont concernés. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. On ne peut pas le dire dans 10 ans, ce sera comme ça. C'est très difficile. Voilà. Écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous retrouve prochainement pour un nouveau webinaire qui sera annoncé très bientôt sur notre chaîne, donc nos réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Instagram. Voilà. À très bientôt. Bonne journée.